Très bien, donc bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer la table ronde, de modérer la table ronde sur fuite de données, signalement et pénalité, avec pour l'instant 2 panélistes et nous espérons le 3e très bientôt. Alors votre serviteur pour cette table ronde sera donc Adrien Chambade. Je suis français, je travaille à Lyon, je travaille dans la cybersécurité comme beaucoup ici. Et j'ai de fortes appétences pour le RGPD et les normes ISO. On aura aujourd'hui, pour ce sujet, donc 3 intervenants. On aura Luc Delfa, donc, qui est à votre gauche, qui est directeur de Allemande France et qui travaille depuis 20 ans dans la sécurité informatique, qui connaît les sujets PCI DSS, RGPD, et qui pourra donc répondre et échanger sur ce sujet. On a également Samuel Plantier, donc Samuel Plantier qui nous vient de Londres, qui est consultant en protection des données personnelles et qui exerce qui est un background juridique, et qui pourra nous éclairer sur tous les parties contractuelles et de quelques cas typiques qui ont été rencontrés récemment. Et nous attendons donc Philippe Desforges, notre troisième speaker, qui est DPO, donc délégué à la protection des données pour Lexico, qui lui aussi a une expérience d'une 20aine d'années dans le domaine de la cybersécurité. Donc, on a vu récemment une augmentation peut-être même du nombre d'informations liées à des fuites de données. Peut-être que Samuel, Luc, vous avez votre opinion par rapport à ce flux d'annonces. Est-ce qu'on a plus d'annonces parce qu'on a plus de violations et de fuites, ou est-ce qu'on a plus d'annonces parce qu'on a des réglementations qui nous l'imposent, parce qu'on a une prise de conscience? Quel est votre ressenti à ce sujet? Je vais commencer en disant que c'est certainement qu'on en a plus parce qu'on a beaucoup plus conscience du sujet, mais aussi parce que notre société manipule et traite de plus en plus de données, et les données à caractère personnel sont vraiment au cœur de l'activité de tous les jours. Et effectivement, quand un système devient de plus en plus complexe, quand on a de plus en plus d'interactions, il y a de plus en plus de risques. Et il y a de plus en plus de manifestations de ces risques. Donc globalement, oui, il y en a de plus en plus, et ce n'est pas qu'un effet en fait de la visibilité du sujet. Oui, effectivement. Déjà, pourquoi il y a plus de fuites de données? Parce que les entreprises ont plus de données de manière générale. Elles ont plus de données aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et par contre, les politiques de sécurité informatique n'ont pas forcément suivi ou ne sont pas forcément particulièrement bien en place. Mais un autre élément aussi, effectivement, c'est un changement de réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement les effets de fuite de données sont plus massifs, du coup, ça implique davantage d'utilisateurs, des volumes plus grands d'utilisateurs, et des volumes de données plus importants aussi, et peut-être des effets un peu plus sérieux, des effets d'usurpation d'identité, de vol d'informations bancaires, etc. Et par-dessus tout ça, vous avez maintenant une obligation en plus de notification qui fait que, effectivement, tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, on parle davantage de fuite de données. Est-ce qu'il y en a plus proportionnellement? Je ne pense pas, mais en tout cas, elles sont plus visibles. Qu'est-ce que vous entendez par fuite de données, du coup, exactement, qu'on reprenne la terminologie? C'est véritablement la définition dans le RGPD, c'est véritablement la divulgation involontaire ou fortuite ou à cause de piratage frauduleuse de données confidentielles, de données personnelles. C'est véritablement ça. Alors ça peut être aussi une impossibilité d'accéder à des données. Par exemple, on n'y pense pas toujours, mais une des situations qui s'est posée en Angleterre, la NHS qui a été victime d'un ransomware où toutes les données des serveurs ont été absolument inaccessibles, c'est aussi une violation de données qui doit être reportée, qui doit être notifiée à l'autorité de protection des données, parce que ça constitue une violation de données. Ça n'est pas seulement la fuite de données dans la nature, c'est aussi l'inaccessibilité de données. Oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est beaucoup de choses. Tout à fait. Alors là, alors dans l'Assemblée, on va faire un petit jeu. Qui, parmi vous, a subi, donc si on part avec le terme RGPD, une violation de données à caractère personnel sur donc un des sujets qui sont confidentialité, intégrité ou disponibilité? Non, mais dans le cadre de votre activité ou chez vos clients, ouais. Donc effectivement, mais qui n'a jamais eu un système qui est tombé et qui n'avait pas la sauvegarde pour le remonter, disponibilité, etc. Est-ce que vous avez, Samuel, Luc, est-ce que vous avez un cas que vous pourriez relater auprès de l'Assemblée? Une situation où j'avais un client qui n'a pas été en mesure de restaurer les données, non. Par contre, la situation vraiment la plus commune, parce que bon, vous avez les piratages massifs avec des divulgations de 10 millions, 20 millions de données. La situation la plus courante, en réalité, c'est l'email. C'est véritablement, ça c'est terrible, c'est l'email qui contient l'email avec une table Excel qui contient des données personnelles envoyées au mauvais destinataire. Et ça, bon, vous avez beau avoir la meilleure sécurité informatique possible et imaginable, il n'y a malheureusement pas grand-chose pour l'empêcher. Et ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est vraiment un moment d'inattention. Et puis, c'est déjà problématique quand ça arrive au mauvais destinataire, quand c'est envoyé sur google.com. C'est pas du tout ça. Effectivement, il y a le côté malveillance qu'on entend souvent et qu'on a souvent à l'esprit lorsqu'on parle de compromission de données. Mais il y a l'accident, il y a je dirais la négligence. Et on parle de données qui fuitent à travers Internet ou à travers des systèmes connectés, mais on parle aussi de données qui sont perdues dans des disques durs, qui sont volés ou qui sont laissés dans des ordinateurs qui partent dans la nature. Et ça aussi, ce sont des cas qui sont malheureusement encore trop fréquents. Je pense là... Oui, pardon. Vous avez une question? Moi, je pense que pour la dernière partie, tout le monde peut laver la main. Oui, très probablement. Mais parmi ceux qui ont donc subi une violation de données à caractère personnel, qui le savent, combien parmi vous se sont posé la question, voire même l'ont fait, de dire est-ce que je l'ai déclaré? Vous l'avez déclaré? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est véritablement, alors c'est véritablement la question pour 1 million. C'est la première question que j'ai moi face à un client en général, c'est-à-dire est-ce qu'on doit reporter ou pas? Alors il faut poser des questions. Quel volume? Quel type de données? Est-ce que vous connaissez le destinataire? Est-ce que vous savez où elles sont, plus ou moins, ou pas du tout? Est-ce que c'est véritablement des questions? L'approche est vraiment basée sur le risque, en fait. Quel est le risque à reporter? Quel est le risque à ne pas reporter? Si vous avez une seule personne qui est concernée, bon, on va prendre le risque. Si c'est un volume plus important et que vous avez un risque que ça s'ébruite un peu plus davantage, effectivement, il faut reporter. Il faut prendre tout ça en considération. L'exemple par l'absurde, c'est Uber qui a une fuite de données et qui déclare 6 mois après, au fait, j'ai une fuite. Ça a impliqué la plupart de mes chauffeurs aux États-Unis. Oui, bon, là, oui, non, effectivement, vous allez être condamné. La question se pose légitimement de savoir est-ce qu'on va déclarer, la loi aujourd'hui, en tout cas le RGPD impose de le faire. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que j'ai intérêt à le faire ou est-ce que je n'ai pas intérêt à le faire? Elle se pose la question et il ne faut pas avoir peur de la poser. Oui, tout à fait. Oui. Question. Moi, je pars du principe qu'il faut être pragmatique, dans le sens qu'à partir du moment où on a un incident de sécurité, deuxième étape, si ça appelle des données de caractère personnel, c'est considéré comme une violation de données. Moi, je pars du principe qu'on a un processus d'évaluation d'abord de l'incident. Dans le cas où il y a une évaluation d'incident, on évalue par rapport à un référentiel validé par le management, que ça n'a pas beaucoup d'impact sur les droits et libertés de la personne. Oui, voilà, ouais. Je ne vais pas le notifier. C'est l'impact sur l'individu, véritablement. Si le citoyen porte plainte, à partir du moment où on s'est posé à la BD, qu'on a mis tout en œuvre, qu'on a fait cette évaluation, on peut justifier pourquoi on ne les a pas appelés, on n'aura pas de problème. Et pour vous, le rempart, alors,
pour empêcher ces fuites de données, ces violations de données à caractère personnel, qu'est-ce que vous identifiez? Alors, peut-être pas de rempart parfait, qui répond à tout, mais peut-être les solutions que vous avez pu voir ou mettre en œuvre qui ont un réel impact pour empêcher une fuite de données. Ça, si on avait une solution à 100%, je crois que, on serait tous riches. C'est pour ça d'ailleurs que dans le RGPD, les data breach, les fuites de données, c'est une amende à 2% et pas 4% du chiffre d'affaires mondial. Parce qu'il y a une prise de conscience quand même que vous pouvez avoir le meilleur système de sécurité du monde, il y aura toujours des failles. C'est vraiment... Maintenant, il faut concourir à essayer justement d'éviter l'occurrence de ce genre de choses et d'éviter aussi, de mettre en œuvre des mesures permettant de contrôler les impacts ou de réduire les impacts de ces fameuses violations de données. Et pour ça, je pense qu'il faut là aussi être pragmatique. Et proposer donc aux utilisateurs, ou en tout cas aux personnes dont on gère les données, finalement, dont on compromet les données, de leur proposer aussi des moyens de participer à la réduction de ce risque. Et clairement, lorsque vous compromettez les codes d'accès de vos utilisateurs, mais que la procédure pour les mettre à jour en fait sur votre système est tellement compliquée que plus personne n'arrivera à le faire dans des temps compatibles avec la réduction du risque, c'est un vrai souci. Et là, je vous parle d'un cas vécu où il fallait envoyer un courrier pour avoir donc la modification des codes. Donc c'est n'importe quoi. Voilà. Je pense qu'au-delà même du RGPD, lorsque vous avez un incident lié à la fuite de données, selon la criticité, il faut au moins le documenter déjà. Ah oui, de toute façon, c'est obligatoire déjà sous le RGPD, ça. En interne déjà, justement, ça permet de mitiger un peu les risques. Et ça permet déjà à notre niveau de voir en interne quelles sont les mesures qu'on prend. Et selon la réglementation, je parle des pays de Côte d'Ivoire où ce n'est pas les mêmes contraintes. Et selon la réglementation, ce qu'on reprend, tout ce qu'on ne reprend pas. La réglementation interne. Je suis d'accord, mais on ne peut documenter que ce que l'on sait. Oui, évidemment. Si on n'a pas détecté l'incident, ou s'il a été détecté mais qui n'a pas été rapporté au DPO. Oui, non, mais ça, c'est des questions, c'est vraiment des questions de procédure interne. Après, si vous ne notifiez pas il y a une différence entre avoir une fuite de données qui n'est pas notifiable, mais par contre, elle doit être enregistrée. Ça, sous le RGPD, vous devez tenir un registre des fuites de données, même si ce sont des fuites qui ne sont pas notifiables. On n'a pas l'obligation de notifier. Tout à fait, oui. Et effectivement, quand on parle de notification, il y a une notion de préparation. Aujourd'hui, si vous n'avez pas préparé le processus de notification, si ce n'est pas prévu de notifier, si vous ne savez même pas comment retrouver les coordonnées des personnes ou des entités que vous devez prévenir, si vous ne savez pas comment les contacter, ça va être compliqué. Donc tout ça doit être préparé, tout ça doit être anticipé. Et ça ne doit pas se faire, en fait, je dirais, de manière légère. Qui va prendre la décision de notifier, avec quels outils et surtout sur quels critères et à quel moment le faire? N'oubliez pas, ça peut être en plein incident de sécurité. Vous avez toujours un problème de sécurité sur les bras. Vous avez un délai qui est identifié par le texte qui vous dit vous devez notifier. Il faut le faire au bon moment, il faut le faire avec le bon niveau d'information pour ne pas non plus perturber les opérations que vous êtes en train de faire pour récupérer de l'incident que vous avez en cours. Et ça, c'est un vrai sujet et ça ne s'improvise pas. C'est de la préparation, c'est du travail et il faut justement prendre le sujet très très sérieusement. Je m'excuse, petit souci. Bienvenue à Philippe qui nous rejoint. On en était aux notifications. Est-ce que pour vous, ce qui est imposé par le RGPD est quelque chose de tenable ou pas? Comment gérer le top management ou les dirigeants ou actionnaires qui pourraient faire pression peut-être pour ne pas le faire tout de suite ou ne pas le faire du tout? Quel est votre ressenti ou expérience? Je vais prendre celle-là, si vous voulez bien. Eh bien,
C'est-à-dire, moi, donc, en tant que consultant en protection des données, je suis plutôt favorable au RGPD dans son ensemble. Je trouve que c'est un assez bon texte. Pour autant, si je corrigerai quelque chose, ce sera probablement le délai de 72 heures, effectivement. Parce que je le trouve, c'est pas que je le trouve intenable, mais je le trouve assez peu pertinent. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce que je me retrouve à faire, c'est que je fais une pré-notification en attendant d'avoir plus d'informations, parce que en 72 heures, on n'a pas l'info, en fait. Donc je me retrouve tout le temps à faire 2-3 notifications sur des délais de 2-3 semaines en général, le temps que les informations remontent. Mais je me retrouve à faire des notifications préalables la majorité du temps, avec très peu d'informations en disant à l'autorité, à l'ICO ou à la CNIL, c'est les deux avec lesquels je travaille le plus, en disant bon, vous aurez plus d'informations plus tard parce que pour l'instant je ne l'ai pas. Et c'est vrai que je trouve autant le raisonnement est très, très logique, hein. C'est-à-dire qu'on a eu des situations où on a découvert des fuites de données 2 ans, 3 ans après, dans des situations relativement catastrophiques. Equifax, Uber sont des bons exemples. 6 mois, 1 an après, on sait, au fait, on a 50 millions de données dans la nature. Ouais. On a eu des situations qui sont clairement inacceptables. Pour autant, 72 heures, c'est un délai qui paraît véritablement trop court par rapport à la réalité du terrain. C'est-à-dire que oui, on identifie une faille, mais en 3 jours, à moins que ce soit quelque chose de relativement simple, en 3 jours, on n'a pas toutes les informations, clairement. Et on n'est pas en mesure même si c'est quelque chose de grave, d'important, on n'est pas en mesure d'avertir les individus des conséquences véritables, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas encore mesuré toute la portée des données, des risques, etc. Ça demande un peu des analyses d'impact. Donc c'est véritablement C'est quand même une mesure de précaution essentielle. Un incendie, dans la seconde, vous éteignez qu'un verre d'eau. Dans la minute, avec un seau, dans l'heure, vous appelez le service le plus important. Donc, dans ce genre, un incident de sécurité dans une entreprise, si vous ne prévenez pas rapidement les instances, vous risquez aussi un dérapage. Bien. Je pense qu'il faut vraiment distinguer, c'est-à-dire que là on parle en termes de violation de données à caractère personnel, c'est-à-dire avertir l'autorité de protection des données. Si vous êtes dans un domaine qui est largement plus sensible, c'est-à-dire des infrastructures sensibles, des infrastructures bancaires, etc., vous avez d'autres obligations de reporting, où là ça fait sens effectivement de reporter, de notifier très rapidement ce genre de fuite. De toute façon, il y a l'obligation, sous la directive NIS et sous la directive sous PSD2, vous avez des obligations de reporting aussi à d'autres types d'autorités. En termes de violation de données personnelles qui n'impliquent pas ce genre d'incidents qui sont beaucoup plus structurels et peut-être vitales des fois, qui touchent à des questions vitales, d'intérêts vitaux. 72 heures, disons que c'est pas un délai qui est intenable, parce que les entreprises notifient. Du moins, moi, mes clients, ils me le disent dans le délai, et puis là, on dit oui, là, il faut notifier, mais bon, on n'a pas tout, donc on va faire une notification préalable. Et en fait, la question que je me pose vis-à-vis de ça, c'est est-ce que les autorités de protection de données, du coup, est-ce que ça aide véritablement à faire un bon travail pour les autorités de protection des données? C'est-à-dire qu'elles sont un peu submergées de notifications, honnêtement. Le cas de l'ICO notamment est assez parlant. Elles ont beaucoup de notifications, et puis elles ne peuvent pas en faire grand-chose dans le premier temps, parce qu'elles vont demander plus d'informations. Et du coup, on se retrouve un peu dans cette situation où tout le monde, oui, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop, on va voir après, on se contacte. Oui. Ça fait des statistiques. Néanmoins, ça fait des statistiques pour l'année en cours, et on sait dans quel secteur, quel type de violation de données. Et voilà, au premier temps, c'est ça, effectivement. Dans la pratique, on se rend compte que lorsqu'on a un incident de sécurité sur les bras, déjà comprendre ce qui se passe, comprendre effectivement quelles sont les données qui sont concernées, ça peut prendre du temps. Comprendre effectivement ce qui s'est passé, est-ce que finalement l'agresseur il a eu seulement accès à la donnée, est-ce qu'il a fait sortir la donnée, qu'est-ce qui était chiffré et pas chiffré dans les données auxquelles il a eu accès, ne serait-ce que comprendre tout ça, ça prend du temps. Donc effectivement, la notification préalable, c'est ce qui permet de répondre oui à la question est-ce qu'on peut tenir de 72 heures. Maintenant, faire la notification aux autorités, est-ce que ça nous aide à traiter l'incident, même à éviter que finalement les données continuent à fuiter? Très pratiquement, ça ne nous aide pas généralement sur le terrain.
Est-ce que ça aide l'autorité à jouer son rôle et à protéger les citoyens? Très personnellement, je crois que les 72 heures, là, ça ne les aide pas non plus. Donc, il y a un sujet de réflexion sur ce délai. Oui, ça oblige les entreprises à rentrer dans un process vertueux de donner, dès qu'elles ont les informations qui permettent de la transparence, parce que ça, c'est aussi l'un des objectifs du législateur. Maintenant, dans la pratique sur le terrain, je préférerais passer donc 1 heure de plus à traiter le cœur de l'incident qu'à remplir les formulaires et à écouter quelqu'un me dire au téléphone « Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus que ce qui est écrit sur le papier ?» Faut pas oublier aussi, enfin, en France, il y a l'ANSSI. Si c'est grave, si vous êtes dans un secteur un peu touchy, ne pas hésiter, il y a des cellules de l'ANSSI qui, avec des experts évidemment, pourront vous aider. Il faut le voir aussi. Alors, moi, mes clients, quand je leur en parle, effectivement, ça s'est passé chez un de mes clients. Surtout, dites-moi que je n'ai pas à le signaler, globalement. Parce que moi, vis-à-vis de ma direction, moi, vis-à-vis de l'extérieur, non, je lui dis non. C'est une brèche avérée, il faut signaler. Donc, ça embête, ça. Effectivement, si après avoir signalé à la CNIL, on ne voit pas trop les conséquences, je ne sais pas combien de temps les entreprises ne vont pas se lasser de ce système. En tout cas, il faut le voir aussi dans un deuxième temps comme une aide si vous appelez l'ANSSI avec des experts qui analysent un peu la situation. Et si vous n'avez pas en interne des RSSI formés, mais plutôt vous êtes une petite ou une grosse PME qui n'a pas forcément les moyens d'analyser tout ça, ça peut être, il faut le voir comme une aide. Et moi, je le présente comme ça, en prévention, effectivement, parce que ça peut aider, effectivement, les petites organisations. Enfin, juste pour réagir sur le sujet de l'aide que peut apporter l'agence, quand je dis l'agence, c'est l'ANSSI. L'agence, elle poursuit, je dirais, ses propres intérêts qui sont ceux de la nation, bien entendu, mais ne sont pas toujours ceux de l'entreprise commerciale qui finalement se dit « je veux quand même pouvoir traiter le sujet, même s'il y a des hackers chinois sur mes machines, au bout d'un moment, il faut quand même que ma prod elle redémarre, parce que c'est ça qui me permet de gagner de l'argent et de payer mes salariés. » Et aujourd'hui, lorsque les experts de l'ANSSI débarquent, et je l'ai vécu plusieurs fois, ce n'est pas leur priorité. Et donc là-dessus, il faut juste le savoir, mais ça aussi, il y a, comme dans toutes ces histoires-là, il y a un risque à faire et un risque à ne pas faire. Le risque à ne pas faire, il est écrit dans le texte. Le risque à faire, il faut aussi le prendre en compte. Alors, avant de prendre la question, quel est votre... on a entendu, parce qu'il y a compromission, alors je signale, mais d'après vos expériences, on signale quand? Enfin, l'arbitrage... l'évaluation du risque, vous la gérez comment? Est-ce que vous avez eu un cas typique que vous pourriez relater en la matière? Je pourrais parler d'un cas qui est arrivé assez récemment. C'est une grosse start-up, mais qui va intégrer un grand groupe, et le DSI vient me dire, alors ils ont effectivement été détachés d'une première entreprise, ils se sont retrouvés tout seuls, et puis là ils se font rattacher dans un grand groupe. Globalement, au système IT, il n'y a personne. S'il y a des partenaires, mais enfin des dirigeants qui fait office de DSI, mais il n'est pas vraiment DSI à temps plein. Il y a des prestataires qui font une partie du système d'information. Bref, il n'y a pas une vraie tête aujourd'hui, en tout cas. Et ils se sont fait effectivement hacker par quelqu'un qui est venu les voir, qui dit « Ah, regardez, je suis rentré dans votre système et j'ai trouvé ça. Je vous propose qu'on travaille ensemble pour remédier à cette situation. » Effectivement, l'un des dirigeants qui fait office de DSI n'est pas rentré là-dedans et a fait vite venir une société de cyber pour essayer de combler les failles. Et c'est là, il me tourne vers moi et dit, est-ce qu'on notifie? Bah oui, c'est avéré. Vous m'avez dit vous-même qu'il y a des documents qui sont partis dans la nature, et notamment des données personnelles assez importantes. Donc il faut notifier. Mais c'était vraiment vraiment on sentait que c'était contre son gré, quoi. Donc voilà. Non, c'est pas évident. C'est pas évident de se mettre à la place de ces entreprises. Oui, les questions? La question de décider si on notifie ou pas est toujours problématique parce qu'il s'agit d'information. Si c'était plus concret, comme un incendie ou un accident de personne, on ne se poserait pas la question. Si
a des cas dans l'actualité récente où ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, ouais. Ah. C'est pas concret, si, il y a quand même du concret, c'est-à-dire qu'il y a une partie des documents avec des données très personnelles et confidentielles qui sont sorties dans la nature. Le problème, c'est qu'on ne sait pas correctement évaluer le dommage. Après, évaluer le dommage... Mais c'est vrai que, enfin, pour répondre à la question, quand est-ce qu'on notifie, le troisième jour, hein, honnêtement. C'est clairement, on n'attend pas la dernière minute, mais on attend vraiment d'avoir glané le maximum d'informations. L'avantage quand même, c'est que quand il s'agit d'avertir, de contacter les individus, on n'a pas de délai. Il faut le faire en temps utile. J'ai déjà eu la situation 1 ou 2 fois où on a dû, c'était une situation où il fallait prévenir les individus, et on peut le faire un peu plus sereinement quand même dans ce genre de situation, parce qu'on peut attendre au moins d'avoir une information et pas laisser l'individu en suspens en leur disant oui, on a une fuite, peut-être que c'est grave, on ne sait pas encore, on reviendra vers vous si... Je reviens un petit peu sur votre question sur l'évaluation des dommages. D'une manière, je dirais, dans un monde un peu parfait, l'évaluation des dommages par rapport à un traitement qui expose le data subject à des risques donc suffisants pour être susceptibles d'être notifiés. Au préalable, l'analyse d'impact aura été faite, les dommages potentiels identifiés, et effectivement, c'est là où la boucle de ce système un peu solide, conçu par le RGPD, tombe en place. Normalement, ça doit tourner. Effectivement, tout le legacy qu'on a aujourd'hui et qu'on n'a pas encore traité vis-à-vis des analyses d'impact, il va falloir effectivement le faire, et le faire sur le coup, sur le terrain à ce moment-là. Et effectivement, ça peut poser problème. Mais d'une manière globale, la notification, il faut qu'elle soit prise par des gens qui sont conscients des risques, tant du risque à faire que du risque à ne pas faire, tant du risque pour les data subjects que pour l'entreprise en question. Et la façon de le faire, le moment de le faire et je dirais l'opportunité de le faire, il faut aussi corréler ça à la gestion de crise, parce que très souvent quand ça arrive, ce n'est pas un moment où tout le monde est tranquille au bord de la piscine, c'est un moment où il y a un problème. Alors moi, ce que je voudrais dire sur ce sujet, j'estime que les spécialistes de la sécurité et de la gestion des incidents commencent à plutôt compliquer les choses, mais on ne sait pas communiquer comme il faut. J'ai vu un cas sur LinkedIn il y a quelques mois que j'ai trouvé très intéressant. L'entreprise a subi le traite de monnaie, il était hacké, n'ont pas su détecter l'incident bien avant, plus tard ils ont commencé à avoir les dommages. Alors, les amis sur les crises, ils ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer en France. Qu'est-ce qu'on va faire? Voici ce qu'on constate. On va monter une équipe, dans la proposition de l'équipe, voici la démarche qu'on va suivre, voici le procès, voici les outils. Chaque jour, ils communiquaient. Et la communauté les suivait. À la fin, ils ont fini par résoudre leurs problèmes, on a tous applaudi. Je pense qu'il faut pas trop mystifier la gestion des incidents. Il faut mystifier, il faut apporter justement à la communauté des non-sachants, si je peux dire ainsi. Ça va faciliter justement les décideurs de l'ordre avec plus de budget dans ça. Ce que vous dites est extrêmement juste. C'est extrêmement juste. Aujourd'hui, tout le monde va être victime de compromission de données. Et ce qui fera la différence, c'est la façon dont vous allez le gérer. Effectivement, mieux vous le gérez, mieux vous pouvez prendre l'opportunité de transformer cet incident qui est négatif en quelque chose de positif pour vous, en une opération en fait de communication positive. Ce matin, en fait, j'entendais dans l'une des tables rondes quelqu'un dire que les atteintes à la réputation sur les scandales autour des données à caractère personnel ou des biais dans l'IA pouvaient faire mal aux sociétés. Enfin, moi, personnellement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'aujourd'hui, Cambridge Analytica, effectivement, Cambridge, ils sont morts, mais Facebook, ils sont toujours là. Et ça... Ils ont pris 5 milliards d'amendes. Voilà, ils ont pris 5 milliards d'amendes, mais c'est rien. Et ce que je dis, en fait, c'est qu'à aujourd'hui, qui se souvient du scandale du benzène dans le Perrier ? Voilà, c'était il y a hyper longtemps, mais ça n'a pas tué Perrier. Et en fait, l'impact sur l'image, dans notre monde d'aujourd'hui, si on gère bien ce type d'incident, ça passera. Ça passera. Voilà. Donc là-dessus, vraiment, je veux mettre un petit peu en lumière ça, et c'est pas aussi létal qu'on peut le croire au premier abord. Oui, pardon.
Donc je disais que j'ai un exemple perso qui date de quelques années, avant même qu'on entende parler de RGPD de ma banque. Qui un jour, je reçois un courrier de ma banque qui me dit qu'elle a, je ne me rappelle pas très bien de la formulation du courrier, mais qui dit quelque part qu'elle a eu un problème de fuite de données ou de violation de données. Et dans ce sens-là, elle a changé tous les codes de des personnes qui sont dans cette banque, et elle m'a envoyé les nouveaux codes. Franchement, j'étais d'abord étonnée et puis ravie qu'elle ait réagi comme ça, et que d'abord elle a notifié l'individu, mais quand elle a notifié l'individu, elle a donné tout de suite la solution ou ce qu'elle a fait. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il y a une différence entre notifier l'autorité et notifier l'individu. Et encore une fois, oui, notifier l'autorité, à part pour faire des statistiques, aujourd'hui par rapport à la violation des données, à quoi ça sert de le faire en 72 heures ou voilà, pour des statistiques, on peut le faire une fois par mois ou je ne sais pas quoi, mais pas en 72 heures. Mais en tout cas, ma banque, j'étais très ravie de la notification qu'elle a fait, de la solution, enfin de comment elle a géré cette crise de fuite de données. Et croyez-moi, c'était bien avant d'entendre parler du RGPD. On touche là deux notions. C'est la notion, d'abord, est-ce que je notifie, moi, entreprise ou organisation, et puis est-ce que je préviens ceux qui ont été... voilà. Alors, il faut voir l'ampleur, hein, il faut voir chacun prend si c'est une banque, j'ai l'impression que c'est un tiers de confiance numéro un. Hein, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise de textile, par exemple. Hein. On n'est pas dans les mêmes cas. Deuxième chose, dans le RGPD, il y a bien une chose, et on voit bien les tractations qu'il y a dû y avoir derrière, sur la notification des personnes. Si vous avez pris les mesures le plus rapidement possible pour colmater la brèche, vous n'avez pas à avertir les personnes concernées. Ce qui est fou, parce que quand même la brèche, elle a eu lieu, les données sont dans la nature, puisque vous avez mis les mesures pour colmater la brèche le plus tôt possible, le document, enfin le règlement, pardon, vous dispense de le faire. C'est quand même fou. Il y a une petite nuance quand même à apporter à ça, parce que c'est pas colmater la brèche, c'est atténuer les impacts sur les personnes concernées. S'il n'y a plus d'impact pour les personnes concernées, il n'y a plus de risque. Donc effectivement, pourquoi les notifier? Voilà, c'est la réflexion qu'il y a derrière. Si un risque subsiste pour les individus, vous devez quand même les informer, même si vous avez colmaté la brèche. Tout à fait. Si le risque subsiste, on va le faire. Moi, j'ai eu le cas particulier dans un hôpital où on a perdu des données concernant les protocoles, donc les résultats d'examen d'imagerie médicale. Et il a bien fallu rappeler les patients pour discuter avec eux et éventuellement rediscuter de la radio avec eux pour refaire le diagnostic. Autant dire que la gueule des patients, quand ils ont été rappelés, la fois dernière, c'était « il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas ». Et puis, on vous demande quand même de revenir parce qu'on a eu un problème. Ils ont ri jaune, hein, les patients. Donc, des effets sur les personnes, il y en aura toujours, même si on a colmaté la brèche. Donc, il faut quand même faire très attention. Et alors, au regard de ces brèches, des vulnérabilités qui sont exploitées, des fuites ou violations de données, un mot quand même sur un risque du coup pour les organismes, qui est la sanction, donc la pénalité. Pour vous, est-ce que c'est un vrai risque ou pas? On a le cas de la British Airways qui a eu donc il n'y a pas longtemps, où donc la sanction est tombée il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Je pense que c'est vraiment... Pour ma part, je pense que ça dépend véritablement des situations. Le cas de British Airways qui ont eu à peu près... ils n'ont pas encore eu leur amende, mais ils vont bientôt l'avoir, du moins. Ils ont 200 millions de livres d'amende qui a été proposé par l'ICO, mais parce que la brèche à laquelle ils ont fait face était très grave en réalité. Et non seulement elle était très grave pour plusieurs raisons, parce que déjà elle s'est prolongée dans le temps, ça a duré plusieurs mois, et surtout parce qu'ils avaient conservé des données bancaires alors qu'ils n'étaient pas censés les garder sous les procédures PCI DSS. Donc vraiment, le cas de British Airways est assez emblématique, c'est-à-dire c'est véritablement une grosse entreprise qui n'a aucune idée de ce qu'elle fait.
et c'était véritablement ça, hein, et qui avait des procédures de sécurité informatique absolument déplorables. Et ça, je pense que plus on va aller dans le temps et moins ça sera pardonné, très clairement. Beaucoup plus de travail pour les consultants en sécurité informatique, bien sûr. C'est bien. Mais je pense que ça, vraiment, il y a vraiment une distinction pour les autorités de protection des données entre, oui, les fuites de données, ça arrive malgré tous les bons process que vous pouvez avoir en place, toutes les bonnes procédures que vous pouvez avoir. Ça peut arriver, aucun système n'est infaillible, l'erreur humaine, ça arrive aussi. Et puis, vous avez des pratiques absolument médiocres en termes de sécurité informatique qui, celles-là, à mon avis, vont être sanctionnées très gravement parce que les conséquences sont graves. Quand vous avez 20 millions de données bancaires dans la nature ou des passeports ou des trucs comme ça, c'est absolument dramatique. Et ces amendes-là sont tout à fait justifiées. Et je pense que ça va aider, ça va probablement aider, ça ne va pas arrêter les fuites de données, mais ça va peut-être un peu améliorer la situation dans des grands groupes qui se croyaient peut-être intouchables. Ça va aider la prise de conscience et je dirais la mise dans l'équation du risque pour les personnes concernées. La mise dans l'équation du risque pour les data subjects, c'est vraiment le cœur du sujet. Jusqu'à maintenant, les entreprises raisonnaient en termes de risque pour elles. Et effectivement, si elles n'avaient pas d'impact financier par rapport au fait de protéger ou pas une donnée, ça ne servait à rien effectivement de la protéger, il n'y avait pas de logique économique. Aujourd'hui, c'est ces amendes-là qui vont injecter l'incentive économique dans la décision de gestion de risque et de sécurisation de ces entreprises. Et là, les autorités, elles ont un rôle à jouer, un rôle vraiment fondamental pour modifier le comportement de ces entreprises dans le but de protéger les citoyens. C'est aussi une question de montant, hein. On va revenir toujours au montant, hein. Si on est dans l'avant RGPD avec l'extension de la CNIL et qui était très peu en regard avec la portée des incidents, effectivement, les entreprises ne bougeront pas, hein, c'est clair. C'est ça qui va faire bouger les entreprises. Et si mon voisin a une telle, dans mon secteur, a eu telle pénalité, là, il faut que je me bouge. Je ne parle pas des grandes qui sont trop sur le marché, qui sont avec des obligations de reporting financier, et même maintenant on va mettre le RGPD dans les reportings aux actionnaires. Je parle de tout ce qui est middle market, et les petites entreprises. Très clairement, s'il n'y a pas des sanctions dans le secteur, et là je vois que la CNIL annonce ses futurs les secteurs dans lesquels elle va faire ses contrôles pour l'année à venir, c'est sûr que les entreprises ne bougeront pas, quoi. Et par rapport à ces risques, par rapport aux sanctions qui pourraient tomber suite à une violation ou une fuite de données, quelle est votre position sur la capacité à pouvoir gérer ce risque en le transférant et en utilisant par exemple une cyberassurance? Alors, je suis juriste, donc je vais parler rapidement sur ça. Si vous avez une assurance qui vous couvre pour ça, honnêtement, bravo. Je pense que les cas de couverture vont être très limités, c'est-à-dire que vous devrez être vraiment dans un champ extrêmement précis où vraiment c'est une situation, une faille qui n'était pas possible, etc. Je pense que en réalité, ça va probablement exclure la plupart des situations de fuite que l'on voit, comme c'est le jeu des assurances après, hein, mais faites bien attention quand vous signez ce genre de contrat. C'est pas forcément, ça peut couvrir les situations pour lesquelles vous pouvez être absolument dans votre bonne foi et c'est un événement extérieur, etc. Mais je doute que ça soit véritablement un changement majeur de paradigme. C'est comme sur la route, hein. Oui, tout à fait. Si vous avez un accident, que vous avez que la cause c'était un non-respect du code de la route, l'assurance va indemniser la partie adverse, mais c'est vous qui irez au tribunal de police et qui aurez les amendes. L'assurance ne va jamais intervenir. Et une deuxième chose, on peut transférer aussi sur son sous-traitant, en lui avec tous les contrats qui sont faits pour notamment des grands groupes vers leurs sous-traitants, d'essayer de mettre les responsabilités le maximum sur le sous-traitant. Non, mais tout à fait. Notamment dans le cas British Airways, notamment, ce qui est intéressant, notamment, c'est que en dehors de pratiques de sécurité qui étaient assez pauvres, mais ils avaient également ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que la fuite de données a été causée par un code tiers, en fait, par du code source tiers.
Et je pense que c'est important maintenant qu'il y a le RGPD et qu'on a des sanctions aussi importantes. Il est important d'avoir dans les contrats, en tant que contrôleur des données, évidemment, vous êtes responsable des fuites si vous avez des amendes. Mais par contre, si ça vient d'un de sous-traitants, il faut bien être sûr que sous le contrat, vous pouvez le poursuivre. C'est aussi un élément qui est. C'est pas parce que vous prenez plein pot l'amende ou les indemnités aux individus, s'il y en a malheureusement, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul dans la chaîne de responsabilité. Oui, vous ne serez pas seul dans la chaîne de responsabilité. Néanmoins, il faut être attentif à plusieurs choses. Aujourd'hui, et c'est quand même quelque chose que l'on voit concrètement sur le marché, on voit de grands groupes pousser à leurs sous-traitants des clauses en fait, et des transferts qui sont très largement au-delà de ce que peuvent supporter ces sous-traitants et des responsabilités qu'effectivement elles sont en mesure de porter. Et ça, je pense que ce type de transfert sans prise en compte de la réalité de la capacité du sous-traitant ou de la réalité en fait de la responsabilité effective du sous-traitant dans ce qui va se passer, je pense que ça peut être l'objet d'un retour de flamme. Et ça, je pense qu'il faut y être très attentif. Et même si aujourd'hui des sociétés d'assurance proposent des formules qui sont extrêmement ingénieuses, hein, les assureurs sont des gens extraordinaires. Et globalement, ils ont inventé un truc qui est hallucinant. Ça s'appelle l'assurance pour compte. Pour la petite histoire, c'est je veux assurer, je m'appelle une société qui lance des engins vers l'espace et je veux en fait prendre en compte le risque posé par la petite société qui vient juste visser un écrou dans ma tour. Et en fait, cette petite société qui fait juste 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si elle se vautre, ben c'est mon lanceur avec ses 2 milliards de satellites qui flambe. Comment j'assure ça? Comment je transfère ce risque? Voilà. Ben vous avez des sociétés d'assurance qui vous proposent des produits pour... voilà. Mais là encore, au-delà des faisabilités techniques du transfert de risque, il y a un réel travail d'appréciation qui doit être fait et vraiment un travail donc précis qui doit être fait en termes d'appréciation de risque avant de chercher à le transférer. Et il ne faut pas inscrire le principe du transfert de risque avant l'évaluation de ce risque. C'est vraiment le conseil que j'ai donné par rapport à ça. Oui, on voit bien dans cette optique, d'ailleurs, les grands groupes essayent de mesurer la capacité de leurs sous-traitants à sécuriser leurs données. Ça donne lieu à des questionnaires qui peuvent faire 150 questions, qui sont les mêmes pour tous les fournisseurs, qu'ils soient grands, petits ou très petits. Donc moi, il m'est arrivé de trouver un questionnaire 150 questions où véritablement pour mon client, il y en avait une dizaine. Parce que on fait ça en masse et donc ça part aussi de ce constat-là, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas le temps ou ils ne le font pas de prendre en compte voilà, quels sont les fournisseurs clés et quels sont les autres qui sont un peu moins clés pour gérer ce risque. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Mais donc, on est d'accord, fuite de données ou violation, si on va un peu plus loin, la question n'est pas à qui ça arrive, mais quand. Donc, quels sont les conseils que vous donneriez au regard de ce qu'on a dit et de vos expériences? Moi, le tout premier conseil que je vous donnerais, en fait, là, on est vendredi, vous allez rentrer chez vous ou rentrer dans vos entreprises lundi. Posez-vous la question, s'il arrivait quelque chose chez nous, est-ce qu'on a la capacité, est-ce qu'on sait ce qu'il faudrait faire pour notifier? Est-ce qu'on y a déjà réfléchi? Après, est-ce qu'on a les moyens? Et comment on ferait? Voilà. Posez la question, que vous ayez ou pas les réponses et que vous soyez satisfait ou pas par les réponses, écrivez-les et ça va vous aider. Il faut être capable de gérer des incidents, donc de les matérialiser. Ce n'est pas dans toutes les entreprises où ça se passe. En tout cas, celles que je vois, il y en a très peu qui sont capables de faire ça en interne, parce que c'est souvent notifié par des
on va dire, des bonnes âmes, entre guillemets, qui viennent vous voir et pour récupérer un peu d'argent sur une mission de conseil et vous disent, voilà, moi je suis rentré dans votre secteur, ou des fuites par des sites spécialisés qui se font un malin plaisir à tester les défenses des entreprises. Donc il vaut mieux effectivement l'apprendre par soi-même avant que ça soit par des tiers. Et effectivement, il faut mettre en interne toute une logistique qui est capable de détecter ces fuites éventuelles. On va conclure ? Oui, allez-y. Très bien. Je pense véritablement que dans les prochaines années, véritablement, la sécurité informatique va revenir sur le devant de la scène. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que de plus en plus de données sont numérisées maintenant, transférées de plus en plus, divulguées à différents prestataires, sur différents serveurs, etc. Et je pense qu'il faut vraiment mesurer les risques internes à une activité. Et essayer au mieux de s'en prémunir. Et comment s'en prémunir, c'est séparer les données, chiffrer quand c'est vraiment nécessaire, faire attention à vos contrats, ou est-ce que c'est documenter un peu les process. Quand un service est lancé ou quand un objet connecté, un connected device est lancé sur le marché, aussi prendre la sécurité informatique en considération dès le départ. Comment les données sont hébergées ou comment elles sont transférées, avec quelle technologie. C'est vraiment des questions à se poser dès aujourd'hui, qui évitent les incidents les plus graves. Ça n'évitera pas tous les incidents, parce qu'il y en aura toujours. Ça évitera les plus graves, très probablement. Et c'est vrai qu'après, les réputations se font, se défont, ça. Mais bon, quand vous avez une énorme amende, une image de marque à redresser pendant 2 ans, des consommateurs ou des partenaires qui sont moins confiants, c'est jamais agréable. Il vaut mieux gérer un incident pour lequel on est préparé plutôt que gérer quelque chose qu'on avait complètement négligé et qui prend des proportions absolument démesurées. La clé, la préparation anticipée, évaluer vos risques, évaluer vos capacités à y faire face et surtout au bout d'un moment, entraînez-vous à le faire, puisque de toute façon vous savez qu'un jour ou l'autre ça arrivera. Un jour ou l'autre vous aurez à le faire. Donc entraînez-vous, préparez-vous. Je dirais, pour conclure, testez vos défenses périodiquement sur votre système, formez vos collaborateurs. On oublie beaucoup que beaucoup de fuites sont faites par inattention, maladresse des collaborateurs. Sensibilisez-les. Attention aux pertes d'ordinateurs, de téléphones, enfin tout ce qui peut constituer, qui peut avoir de la donnée et parfois de la donnée sensible. Très bien. Merci Philippe, Luc, Samuel pour vos interventions. On peut les remercier. Merci à PECD également.